J'ai avec Anis Moulay. Anis Moulay, il est déjà là. Bonjour Anis. Bonjour Afef. Alors, l'actualité, toute l'actualité, cette semaine était bien remplie, bien dense en actualité, n'est-ce pas Anis? On ne change pas une équipe qui gagne, hein, c'est vrai. Donc, depuis quelque temps, l'actualité est toujours aussi exubérante, on dit ça comme ça. Hein. Et puis, voilà, en tant que Tunisien, nous sommes en train d'attendre que, j'annonce déjà la couleur, hein, que cette crise que secoue la Tunisie donc arrive à sa fin et que le dialogue national donc s'installe comme il se doit. Pourtant, certains experts, si on peut dire ça comme ça, ne sont pas vraiment trop optimistes. Tout à l'heure, on va parler de ça, mais on va revenir sur ce qui s'est passé sur les événements de la semaine dernière et de cette semaine également. Donc 21 partis ont finalement signé la proposition du quartet pour une sortie de crise, mais les obstacles sont encore nombreux. On ne va pas être trop pessimiste tout de même. Donc ce sont en effet 21 formations politiques qui se sont engagées dans la formation prochaine d'un gouvernement de transition apolitique, la limitation des pouvoirs de l'Assemblée nationale constituante, la rédaction de la Constitution, et on passe de s'achever, l'organisation d'un nouveau scrutin. Et puis donc on rappelle que cette feuille de route a été préparée par un quartet qui regroupe l'UGTT, l'UTICA, l'Ordre des avocats et la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Oui, sauf que Afef, je pense qu'après le byzantin, le kafkaïen, bientôt l'incongru se dénommera tunisien. Et de l'avis de Abdel Ben Moussa, le secrétaire général de la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme, circuler, il n'y a rien à voir, c'est kiff kiff bourricou. Voilà, donc c'est vrai que certains observateurs, et non des moindres, pensent que ce dialogue national n'arrivera pas à échéance, tant les manœuvres par-ci et par-là se multiplient entre les partis politiques. Et comme fond, nous l'avons déjà souligné à Afef ici même, c'est la crise de confiance qui ébranle tout le monde. Et je me pose vraiment la question, tout à l'heure notre invité, Sissem Rasgal, donc du membre politique du bureau, membre du bureau politique donc du parti Takatol, nous dira encore plus, mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire sortir la Tunisie de la crise? C'est la plus grande interrogation qui soit actuellement. Est-ce que les partis politiques, est-ce que la Troïka a envie de finir la transition démocratique? De quelle manière? Est-ce qu'elle est prête à faire des concessions? Est-ce que le dialogue national n'est-il pas juste une modalité pour les instances internationales qui soutiennent la Tunisie dans sa transition démocratique, alors que sur le fond, on ne veut réellement pas céder ce pouvoir? Pas mal d'interrogations sont à poser, et tout à l'heure, j'espère que notre invité nous éclaircira la lanterne lorsqu'on discutera avec lui. On reste toujours avec justement cette proposition, et certains experts ou observateurs pensent qu'il y a un problème de coordination entre la tête du mouvement Nahda, donc les dirigeants, et son conseil de la Choura. Alors, le Conseil de la Choura, c'est l'instance, je dirais, législative par excellence, à côté du bureau politique, qui lui, c'est un peu l'exécutif, si on peut parler donc de cette façon, s'agissant pas d'un État, mais on sait très bien que le Parti Nahda est un parti qui est bien structuré, donc sur le plan, je dirais, de son organigramme. C'est vrai que pas mal de manœuvres sont en train d'être étayées par-ci et par-là, en fait, et pas uniquement au niveau du parti Nahda. Hier même, il y a eu une pétition qui a été signée par 113 députés pour confirmer justement, et ces 113 députés sont répartis entre 3 partis politiques, Nahda, ce qui est un peu bizarre, je dirais pourquoi c'est bizarre, le CPR et le courant de l'amour, on va l'appeler comme ça, c'est le Mahabba. Certains élus de l'ex-Raïd Acharbe, la pétition populaire. Et ce qui est un peu étonnant dans cette pétition-là, qui a été donc présentée hier à la présidence de l'Assemblée nationale constituante, c'est que on insiste sur le caractère inaliénable de l'Assemblée nationale constituante, qui dispose, je cite bien, de tous les pouvoirs possibles et imaginables pour légiférer, et qu'aucun gouvernement ne pourra sortir ou émaner
loin donc de l'Assemblée nationale constituante. C'est encore une épée dans le dos. J'ai pas bien compris, Anis. Est-ce que vous pouvez expliquer encore plus? Alors, normalement, lorsqu'on a commencé un dialogue national, vous avez évoqué le cas du parti Nahda, il y a une discordance, si on peut appeler ça une discordance entre donc le chef du parti et le Majlis Choura qui lui est dans une considération démocratique. Le chef du parti devrait suivre ce que dit Majlis Choura. Ouais. Si on ne parle pas de manœuvre, bien évidemment, parce que jusque-là, Nahda nous a habitués à beaucoup de manœuvres politiques. Mais d'un autre côté aussi, on commence un dialogue national qui chercherait éventuellement à mettre sous tutelle un peu, je dirais, l'extravagance de l'Assemblée nationale constituante et son rôle qui n'est pas délimité réellement et qui a donné lieu à toutes ces polémiques et à toutes ces tensions qu'on connaît en Tunisie, ce qui a fait que 60 élus se sont retirés de l'Assemblée nationale constituante et que son travail actuellement est en veilleuse. Voilà. Là, hier, alors que le parti Nahda est signataire de ce dialogue national qui va commencer donc demain, jeudi, réellement pour discuter les questions de fond, là, 113 députés, ceux qui appartiennent à Nahda avec 190, du CPR et du Courant Mahaba ont signé une pétition qui stipule clairement sur le rôle inébranlable, inconditionnel et légitime de l'Assemblée nationale constituante. C'est-à-dire, là, on se pose la question, à quoi sert actuellement le dialogue national, alors que l'Assemblée nationale constituante, qui, parmi, je dirais, les questions soulevées, c'est un peu les limitations de prérogatives de l'Assemblée nationale constituante. Là, l'Assemblée nationale constituante, je pourrais comprendre à la limite que le CPR et le Courant Mahaba qui n'ont pas signé ce dialogue national aillent dans ce sens-là, tout à fait d'accord. Et pourquoi ils ont refusé de signer, Nice? Ils ont refusé de signer tout simplement parce qu'ils ne pensent pas que le dialogue national tel qu'il est parrainé par le quartet possède la légitimité hors de l'Assemblée nationale constituante pour décompter la situation donc en Tunisie. Voilà. Donc cela perdure dans les manœuvres, on essaye quand même de saper ce dialogue national et ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à sortir donc de la crise en Tunisie. Est-ce qu'on peut dire que certains partis politiques essayent de gagner un peu de temps et de profiter? Gagner un peu de temps certainement, mais ce que je soupçonne particulièrement, c'est la non-volonté de faire une transition démocratique, ou si je laisse ma place à un autre, formellement, je suis sûr qu'après les élections, je vais la retrouver. C'est ça le fond du problème. Donc, je ne pense pas que ceux qui se proclament démocrates le sont. Je ne pense pas que ceux qui sont dans la Troïka donc agissent pour une réelle transition démocratique. La transition démocratique, c'est bien, mais elle est encore mieux lorsque je termine cette transition démocratique et je me retrouve moi-même dans le pouvoir après la transition démocratique. Enis, est-ce que c'est normal que certains élus déposent un projet de loi polémique concernant les référendums? Oui, c'est hier aussi, c'est un projet qui a été avancé par un certain nombre donc d'élus. Je reste toujours à faire dans ce que je viens de dire. C'est encore un coup de sabre dans le dos du dialogue national, parce qu'on ne peut pas commencer à discuter donc du bien fondé d'une transition démocratique qui est à l'arrêt, alors que l'Assemblée nationale constituante, qui est une partie du problème, continue à légiférer par rapport à donc des sujets aussi polémiques que les référendums. Et ce qui est un peu donc étonnant dans cette situation, c'est que cette proposition de loi stipule qu'un texte ou un sujet peut être soumis à référendum grâce à la majorité des voix au sein de l'Assemblée, sans pour autant préciser s'il s'agit d'une majorité relative ou absolue d'abord à FEF. Cette décision sera matérialisée en loi visant à déterminer la date du référendum, l'invitation des électeurs, après une campagne d'information et la formulation de la question qui sera soumise aux électeurs, lesquels répondront par oui ou par non. Mais ça, c'est le travail de l'ISI. Voilà. Ça, c'est le travail de l'ISI. Ce que nous sommes en train de faire, c'est essayer de vider l'ISI de sa substance pour
et continuer donc dans cette logique que l'Assemblée nationale constituante est l'autorité, donc je dirais la plus importante du pays, et qu'elle ne subit aucun contrôle. Si on continue dans cette logique-là, s'il n'y a pas de concession, si on ne raisonne pas avec cette logique, je dirais, consensuelle et non pas électorale, comme nous l'avons donc constaté depuis le 23 octobre 2011, là, on ne peut pas, encore une fois je le dis, sortir de cette crise. Parce que ceux qui parrainent le dialogue, le quartet, et l'opposition, partie prenante sur l'échiquier politique tunisien, verront d'un mauvais œil donc cette situation, discuter de l'Assemblée nationale de ses prérogatives, alors qu'elle essaye donc de légiférer sur des thèmes que normalement elle ne devrait pas le faire actuellement. Voilà. Enis, lors de ces séances de discussion du dialogue national, est-ce qu'ils ont déjà fixé une date pour les élections? Non. Au fait, jusque-là, il faut dire à Afef que le dialogue national n'a pas commencé. Le dialogue national commencera demain, effectivement, pour discuter des questions donc de fond. Depuis la semaine dernière, date de l'ouverture donc de ce dialogue national, on était un peu dans le procédural. Mettre une façon de travailler, des ateliers de travail pour confirmer et pour discuter cette feuille de route. Encore une fois, on ne connaît pas l'issue du dialogue national. C'est-à-dire, tout le monde clame, je dirais, sa bonne foi, clame sa possibilité de vouloir aller dans une situation qui ferait sortir la Tunisie de cette crise. Mais jusque-là, le travail de fond n'a pas commencé, et vous l'avez remarqué à Afef depuis la semaine dernière, déjà que sur le plan procédural, sur le plan protocolaire même, on a un problème à s'asseoir ensemble. Oui. Hier, donc Amr Lareyev qui a fait avant-hier, voilà, ouais. Donc qui a fait tout un problème parce que donc sa place n'a pas été donc de son choix ou n'a pas été donc voilà prévu comme il le devait. Voilà. Donc maintenant, on va voir. Il y a aussi une question qui taraude l'esprit. Est-ce que on va s'arrêter le 23 octobre ou on va continuer à dialoguer jusqu'au 23 octobre, sachant que le 23 octobre à Afef est une date qui est fatidique et que moralement, aussi bien la Troïka qui émane de l'Assemblée nationale constituante que l'Assemblée nationale constituante devrait terminer ses travaux. Maintenant, on est en train d'entendre un autre son de cloche. Ce gouvernement continuera à travailler et l'Assemblée nationale constituante, et ça a été donc confirmé hier dans la pétition que je viens de citer, donc continuera à travailler tant que on n'a pas fait d'élection, tant que donc on n'a pas trouvé voilà donc cette solution pour sortir de la crise, c'est-à-dire par rapport au gouvernement ou par rapport donc à la Constitution. Alors, Enis, il y a, on va passer à autre chose, on peut dire une bonne nouvelle, il n'y aura pas d'augmentation de la vignette en 2014, donc une source du ministère des Finances a indiqué que certaines dispositions du projet de loi de finances 2014 ont été amendées sur la base des recommandations et des propositions avancées par le Conseil national de la fiscalité. Ainsi, la mesure relative au relèvement de 25% de la vignette décidée dans la première version du projet de loi des finances a été supprimée. Est-ce qu'on peut dire que là, certaines décisions, certaines augmentations de prix, comme on a parlé l'autre fois, vont être révisées? Afef, nous l'avons déjà discuté la dernière fois par rapport à la politique d'austérité préconisée éventuellement par le gouvernement en place, et certaines dispositions ont soulevé un tollé parmi les citoyens tunisiens, notamment cette augmentation de la vignette donc de 25%. On ne peut pas réellement parler ou se focaliser ou discuter des éléments officieux, parce que jusque-là, on n'a pas un texte sous la main, et ce texte, c'est le projet de la loi de finances, qui devrait être présenté, donc je pense, au plus tard le 15 novembre prochain à l'Assemblée nationale constituante pour le discuter. Mais c'est vrai qu'il y a donc des fuites, si j'ose m'exprimer ainsi, par rapport à certaines augmentations de taxation
C'est une augmentation de taxation, et parmi lesquelles ces 25% là. Bon, maintenant c'est une source, vous avez dit que c'est une source, mais j'ajouterai que c'est une source qui a cherché à rester anonyme. Elle n'a pas voulu donc se déclarer son identité pour réellement savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les augmentations de la vignette de 25%. D'après les fuites, et je parle au conditionnel, il y aurait même une augmentation de fiscalité, ou plutôt donc une nouvelle taxe qui sera de 1,5% chaque année sur la valeur d'un bien immobilier, une maison, un terrain, un appartement, à payer chaque année par le propriétaire pour les résidences secondaires. Ah, d'accord. C'est-à-dire, et là, vous permettez que j'explique un peu, parce que franchement, ça fait partie, on essaye de chercher une solution par rapport au ciblage des dépenses publiques et les ressources pour taxer les plus nantis ou peut-être les plus riches, mais là nous tombons dans un revers de médaille, je vais m'expliquer. Si sur cette question donc de 1,5% à imposer sur la valeur donc marchande d'un bien chaque année, si par exemple vous avez un appartement qui coûte 100 000 dinars, donc vous êtes redevable au fisc tunisien chaque année 1500 dinars. D'accord? Divisant par 12, donc on va trouver mensuellement à hauteur de 120 dinars. Vous, en tant que propriétaire, est-ce que vous allez subir ça tout seul ou vous allez le répercuter sur le loyer, imaginons que vous louez cet appartement-là? Et du coup, on va arriver à une spirale inflationniste dans la bulle mobilière qui est donc encore plus importante, parce que tout le monde actuellement, les locataires vous disent que le loyer en Tunisie déjà c'est un peu cher. Voilà, il est encore très cher. Ajoutant ce genre de dispositions qui essayeraient de renflouer les caisses de l'État, et là vous avez donc un éclatement, un chamboulement total, donc je dirais des prix des loyers en Tunisie. Je ne suis pas alarmiste, et je parle au conditionnel par rapport à certaines dispositions qui existeraient dans ce projet de loi de finances, mais si on arriverait à essayer de récolter plus d'argent à travers ce genre de moyens, on n'est pas sorti de l'auberge pour autant. En tout cas, en ce qui concerne la loi de finances et le budget de l'État, c'est une question à suivre. Oui, tout à fait. On va attendre que le texte soit donc présenté voilà, pour pouvoir en discuter. Disséquer un peu de quoi s'agit-il. Et là, on va marquer une toute petite pause musicale, le temps de recevoir notre invité pour aujourd'hui. Donc, ça sera Semir Asgal, qui est ici déjà présent, parmi nous. Il est parmi nous, membre politique, donc un membre politique du bureau du bureau politique de Takatol, qui essayera donc de nous éclairer par rapport à certains points que nous discuterons avec lui. À tout de suite. Et dans le vif du sujet se poursuit toujours sur la 98.2, la 92.0. Et on reçoit à Nice notre invité pour ce matin, Monsieur Semir Asgalla, membre du bureau politique du parti Atakatel. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour, merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir d'être des vôtres. Alors, Nice, on va évidemment parler du dialogue national. Ouais, on peut pas donc recevoir un membre du bureau politique de Takut. Voyez-vous que j'arrive à le dire, hein? Ah oui. Tu t'y bien. Ah ben voilà, moi je n'arrive à rien dire là. C'est contagieux apparemment. On va essayer de sonder un peu ce qui se passe au niveau du dialogue national. Semir Asgal, vous en tant que partie prenante, membre de la Troïka, au sein de ce dialogue national, qui est concerné foncièrement par ce dialogue national durant ces journées, donc je dirais de mise en place logistique de ce dialogue national, comment vous évaluez la situation? Tout d'abord, je voudrais rappeler que la dernière fois que j'ai été ici, c'était fin août, je crois, à Nice. Tout à fait. Et à ce moment-là, j'avais déjà annoncé mon optimisme par rapport à un début de dialogue national sous l'égide de l'UTICA, de l'UGTT, de l'Ordre des avocats et de la Ligue. Vous êtes à un mois près.
Un mois près. Oui, mais au moment où je l'avais dit, j'avais exprimé mon optimisme, d'autres étaient beaucoup plus pessimistes quant à la suite des événements. Donc, pour une fois, mon optimisme a payé. Cette fois, je serai encore plus optimiste. Donc, l'optimisme de Takatl ou l'optimisme de Samir Asgal? Non, l'optimisme de Takatl. Voilà, je parle au nom de Takatl. Exactement. Et je rappelle que Takatl a appelé un dialogue national depuis mars. Donc, ce n'est pas un nouveau. Takatl a même appelé un gouvernement d'union nationale avant même les élections du 23 octobre. Enfin bon, on y reviendra. Aujourd'hui, en ce qui concerne le dialogue national, donc tous les éléments nous poussent à un optimisme parce que les 2 dernières journées ont montré que les différentes parties qui étaient tiraillées auparavant se sont mis d'accord sur des process. Oui. Qui font que durant le dialogue national qui va débuter soit demain, soit après-demain, on puisse trouver rapidement des solutions pour qu'il n'y ait pas de blocage. D'accord. Donc on en est là aujourd'hui. On va rentrer rapidement dans le fond du dialogue, donc dans les heures qui suivent. Voilà, je ne peux qu'exprimer mon optimisme vu toutes les données que j'ai en main. Donc pour expliquer un peu à nos auditeurs et auditrices, donc le fond de ce dialogue national sera l'initiative orchestrée par l'UGTT essentiellement avec le quartet, donc cette initiative qui a vu le jour, rappelons-le, donc le 17 septembre dernier, s'agissant de l'Assemblée, de limiter les prérogatives de l'Assemblée nationale constituante et donc du gouvernement, sauf que là, par rapport au gouvernement, certaines dispositions, Samir Asgal, ont été changées. Vous me corrigez si mes infos ne sont pas donc actualisées. Je vais dire ça comme ça. Et là, on ne procède plus à la démission du gouvernement, mais on attendra que la Constitution soit terminée. Est-ce bien le cas? Non, la feuille de route, je ne sais pas si tu l'as lu à Nice, dès le début prévoyait qu'il y ait un délai de 4 semaines pour la démission du gouvernement. Donc bon, après, qui vient en premier, l'œuf ou la poule, c'est un problème, je pense qu'on a rapidement évité. Pour gagner beaucoup de temps, sachant que... La poule, c'est l'ANC, j'imagine. Je sais pas, on va pas... Elle est aux odeurs, on peut philosopher, je pense qu'en 30 minutes, on va épargner ce genre de philosophie ce matin. Par contre, c'est juste pour dire que on a rapidement dépassé ce fait de dire il faut que vous démissionniez avant même de rentrer dans le débat national. La feuille de route qui était claire et nette, elle prévoit donc une démission du gouvernement au bout de 4 semaines. Voilà. D'accord. Mais ce qui est un peu étonnant, Samir Asgal, vous l'avez sûrement remarqué hier, cette pétition signée par votre partenaire dans ce dialogue national, dans la Troïka Nahda, hier, s'agissant donc des prérogatives de l'Assemblée nationale constituante. Cela ne vous semble pas un peu contradictoire que d'une part, on s'assoit donc autour d'une table pour trouver une situation, je dirais une solution consensuelle à un problème, et que d'autre part, donc et ce problème parmi les problèmes qu'on voudrait résoudre, c'est la limitation du travail de l'Assemblée nationale constituante qui devrait donc se terminer, comme vous l'avez dit, donc au plus tard après 4 semaines du démarrage du dialogue national. Et que cette Assemblée-là, à travers une pétition signée par 113 élus, donc confirme ce rôle important, je dirais qu'il est, c'est de continuer à travailler avec les pleins pouvoirs. Cela ne vous paraît pas, s'agissant d'Onnada particulièrement, parce que le CPR n'a pas voulu signer, le courant Mahab n'a pas voulu signer, ça on devrait le comprendre, c'est même cohérent, mais s'agissant du parti Nahda qui a signé cette pétition-là, est-ce que cela ne vous paraît pas donc un obstacle de plus et une manœuvre dilatoire s'agissant de ce dialogue national? Non, au contraire, moi ça me semble tout à fait cohérent, ça s'appelle la démocratie. Donc le parti Nahda a des députés au sein de l'Assemblée nationale constituante qui ont exprimé leurs idées et leurs positions. Par contre, le parti Nahda a des avantages que d'autres partis n'ont pas. Un avantage ou un inconvénient, là c'est à l'auditeur de voir, c'est une discipline verticale.
c'est-à-dire que lorsque après le Conseil de Shura, des décisions sont prises au sein de ce mouvement, tout le monde les respecte et en premier les députés. Et donc pour vous, puisqu'il y a une démocratie, comme vous le dites, au sein de ce parti, donc normalement la démocratie implique aussi la discipline. Mais la démocratie, c'est le Conseil de Shura, c'est pas les députés. La démocratie, c'est le Conseil de Shura, c'est chez eux, hein, je parle pas. Oui. Parce que j'ai compris que vous faites un peu l'apologie. Ce qui est gênant, non, je ne fais pas l'apologie. Ce qui est gênant, c'est que vous me ramenez sur un plateau pour défendre Nahda, alors que je ne représente pas du tout Nahda, ni les idées de Nahda. Non, c'est vous qui avez dit, c'est vous qui êtes en train de défendre Nahda. Moi, non, mais il faut que vous expliquiez aussi. Tu m'as dit, les députés de Nahda ont signé une pétition. Je t'ai dit, les députés de Nahda ont le droit de signer les pétitions qu'ils veulent, d'exprimer les idées qu'ils veulent, mais lorsque la direction. Je vais peut-être formuler ma question parce que vous semblez ne pas l'avoir compris. Mais laisse-moi terminer mon idée. Oui. La direction, donc la direction du parti prend une décision. Généralement, elle est respectée. D'accord. Elle est respectée. Elle a toujours été respectée. Les députés de Nahda, à plusieurs reprises, n'étaient pas d'accord avec leur direction. Ils l'ont exprimé. Ensuite, ils ont appliqué les directives de cette direction-là et de leur conseil à eux. Vous, en tant que partie prenante de cette troïka, et si je vous parle de ça, ce n'est pas l'apologie, ce n'est pas donc pour discuter de Nahda ce qu'elle fait, mais vous, en tant que troïka, en tant que partie prenante dans cette troïka, ne vous semble pas un peu dérangeant que votre partenaire s'assoit avec vous autour d'une table et qu'ailleurs, donc, il adopte des positions qui sont contraires à ça? Est-ce que vous, en tant que partie prenante, je parle d'Etakatel, je parle pas. Vous êtes allé donc directement défendre Nahda et c'est votre droit. Non, je n'ai pas défendu Nahda. Non, comme ça. Là, on va pas. Je n'ai pas du tout défendu Nahda. Vous avez. Mais il n'y a pas de mal à le faire. Vous êtes dans la troïka aussi. Non. En étant dans la troïka, je ne défends pas Nahda. On n'est pas dans la troïka. Par rapport à votre parti. Nahda n'a pas besoin de nous pour la défendre. Tout ce que je t'ai dit, c'est que et ça arrive pas que c'est un Nahda. Dans tous les partis, dans tous les autres partis, que des députés ou des représentants ou même des membres de bureaux politiques d'autres partis sortent sur des plateaux télé pour exprimer des positions qui en fin de compte après, et c'est là à cela que sert le dialogue, n'implique pas la direction du parti. Le dialogue sert à ça. Le dialogue sert à faire rencontrer des positions ou des directions différentes. Donc selon vous, le dialogue c'est une obligation de moyens, ce n'est pas une obligation de résultat, c'est ça? Non, moi je pense, et je donne mon avis, c'est tout à fait une obligation de résultat. Aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens, nous n'avons plus les moyens de perdre encore plus de temps. Je pense que tous les partis politiques sont aujourd'hui conscients de la gravité de la situation, même de la gravité de la situation économique, et que ce dialogue national est peut-être la dernière chance et opportunité pour qu'on sorte de ce marasme et qu'on donne ce que j'ose appeler un choc positif aux Tunisiens et même à nos amis à l'étranger, aux investisseurs étrangers. D'accord. Donc autre chose, on va rester sur le parti Takatel Semi Resgal et je vais céder la parole à Afef. Justement, Anis, on va essayer de parler d'un autre sujet puisqu'on a beaucoup de questions à poser. Donc on va essayer de savoir toute l'histoire à propos de la démission de M. Abdelrahman Ladram, donc ministre chargé de la bonne gouvernance et des affaires de malversation. Il a démissionné, il a présenté sa démission de son parti à Takatel. Oui, il paraît que Siladram, donc, qui est ministre chargé des affaires donc, de corruption au sein de ce gouvernement-là, et qui est donc un takatoliste, a présenté sa démission qui a été refusée par donc, le bureau politique. Semi Resgal, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette démission qui arrive à un timing qui peut laisser présager donc certaines interprétations? Et tu adores les interprétations, Anis. Ben, tout à fait. C'est pas pour ça que je suis observateur. Il faut que j'aille dans tous les sens pour trouver la réalité. Et là, vous êtes là pour donc confirmer ou infirmer ce que je pense. Je ne sais pas si c'est le rôle d'un... Enfin, ça c'est un autre débat. Les journalistes interprètent ou donnent des informations et des données. En tout cas, moi j'ai beaucoup de respect pour M. Abdelrahman Ladram. J'ai eu la chance de travailler un peu avec lui en ce qui concerne l'OpenGov sur tout ce qui est bonne gouvernance
transparence et lutte contre la corruption. C'est un homme de valeur. C'est quelqu'un qui est vraiment dans les valeurs de Takatol. C'est aussi un compagnon de route à beaucoup de dirigeants historiques du parti. Ce qui concerne la démission, moi ça m'a surpris un peu la façon, parce qu'on a vu, c'est quelqu'un qui s'exprime très très peu sur Facebook, et j'ai vu une annonce sur Facebook, donc ça m'a étonné un peu. Je sais qu'il y a des discussions qui sont en cours, donc je préfère ne pas trop approfondir ce sujet. Je pense que maintenant la porte est ouverte encore aux discussions avec Sir Abdelrahman. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Selon vous, je sais que vous avez lui-même, Rafef a déclaré que par respect au dialogue national, pour ne pas le parasiter, donc il fera son omerta, donc jusqu'à ce que le débat national se termine pour éventuellement parler ou présenter les motifs de sa démission. Oui. Mais Semir Asgal, vous êtes sûrement donc au cœur de ce qui se passe au Takatol. Pourquoi une personne aussi intègre que Siladram présente sa démission? Vous avez dit tout à l'heure qu'il est plein dedans dans les valeurs de Takatol. Pourquoi, selon vous, il présenterait donc sa démission? Je ne sais pas. Je lui laisse l'honneur de le dire. Ce qui se passe si lui ne l'a pas exprimé, je sais que j'ai vu, donc comme je ne lis pas les journaux électroniques parce que ça parasite un peu mes informations et mes intoxications, mais je lis les médias de la honte. Non, pas les médias de la honte. On va pas rentrer dans ça. J'ai dit les journaux électroniques. Je suis précis dans ce que je dis. Hein. Et j'ai lu par contre la déclaration de la table qui dit que peut-être il n'est pas d'accord sur certaines directions que prend le parti ou le secrétaire ou l'élection du secrétaire général adjoint. Je sais qu'il n'était pas là pour l'élection par contre. Donc c'est un peu étonnant. Je vais le laisser les choses décompter et le laisser donc exprimer pour que je ne perturbe pas non plus le débat national. Le débat national à mon niveau, à moi. Oui, à votre niveau, à vous. Mais je pense que il est plus habilité à expliquer que moi. Peut-être qu'il reviendra aussi sur sa décision. Justement, par rapport à revenir à sa décision, Rafef, donc votre porte-parole, Takatol, c'est Bennour, donc il a dit que cette démission ne sera pas acceptée. Oui. Ne sera pas acceptée et que Sir Abdelrahman pourra revenir donc à Takatol quand il le souhaite. C'est un peu bizarre, étonnant, Semir Asgal, parce que jusque-là, on a vu qu'à Takatol, on accepte toujours les démissions. Sauf que, s'agissant de Abdelrahman Ladram, est-ce que c'est parce qu'il fait partie prenante donc de ce gouvernement et le fait, ça ce sont les mauvaises langues qui le disent, hein, si c'est bien, donc ce sont donc le fait qu'il occupe un poste au sein de ce gouvernement et le fait qu'il quitterait son poste et il ne sera pas éventuellement reconduit pour un takatolien, hein, ou est-ce la valeur intrinsèque de Sir Abdelrahman? Non, moi personnellement, je ne fais pas de différenciation entre les militants de Takatol. Il n'y a pas de militants. Il n'y a pas de militants 5 étoiles et de militants 4 étoiles. Comme je l'ai dit, c'est Abdelrahman est un compagnon de route. Il a milité lorsque, même dans les années 80-90, auprès de nos actuels dirigeants. Donc l'acceptation même psychologique de cet éloignement est difficile. Donc je pense que il est de son droit. Même moi, des fois, je ne suis pas d'accord avec les décisions qui sont prises au sein du parti. Bon, ce n'est pas pour ça. Je m'énerve peut-être un peu. Des fois, je pense chacun, et c'est ça. C'est quelque chose de tout à fait normal dans tous les partis politiques. Il y a des gens aussi qui
dans l'implication politique, à un certain moment de leur vie, n'a plus de sens. Et je les comprends. Peut-être pour faire autre chose, peut-être pour être dans la société civile, peut-être pour être dans des ONG. J'en sais rien. On peut aider la Tunisie différemment et à différents postes. On n'est pas obligé de faire de la politique. Et j'ai énormément d'amis qui étaient même avec nous au parti, qui étaient dans d'autres partis politiques, qui aujourd'hui ont décidé de quitter la politique. Et je voudrais revenir sur un chiffre, je vais y revenir tout de suite après, qui ont préféré aujourd'hui la société civile aux partis politiques. Et je voudrais te donner un chiffre qui est inquiétant à Nice, j'aimerais qu'on en parle un peu. Oui, c'est des sondages, donc à part les sondages politiques, ça aussi on peut en parler si tu veux, mais un sondage qui est inquiétant et qui me fait réfléchir, qui doit nous faire réfléchir tous, c'est 74% des Tunisiens interrogés ne font plus confiance aux politiciens de tous bords. Tu as ce chiffre-là. Et c'est vraiment alarmant. Pourquoi ? Parce que, premièrement, quand on dit politicien, on dit opposition et gouvernement, majorité et minorité. Ce chiffre-là, qu'est-ce qu'il veut dire, Anis ? C'est le jour des élections, le seul gagnant, ça va être l'absentéisme. Tout à fait. Et ça doit faire vraiment réfléchir tout le monde, les médias, les politiques, la société civile, parce que je pense qu'il y a un cri qu'on n'est pas en train d'entendre et que ce cri est grave. Voilà. Donc vous estimez que cet abstentionnisme, Samir Esgal, il est l'œuvre, donc je dirais, de ce manque de confiance à Rafef aussi dans cette phase de transition, ce manque de confiance dans les politiciens pour trouver donc une vraie solution à la Tunisie comme on l'a tous espéré. Et puis également la vitesse avec laquelle les travaux avancent. Donc, oui, c'est la vitesse. Et puis je pense que le Tunisien a compris qu'il n'est pas dans l'agenda des politiciens, qu'ils soient dans la Troïka ou qu'ils soient dans l'opposition. Il commence à avoir l'intime conviction, et je ne parle pas au nom du Tunisien, mais je sais que le Tunisien, une fois qu'il est accepter une idée qui devient enracinée au fond de lui, il ne donne plus donc confiance à une autre idée qui pourrait donc s'y opposer. Et je pense que depuis la Révolution, le Tunisien se dit « je n'ai rien gagné de cette révolution-là ». Il y a une dépression post-révolutionnaire que nous sommes en train de constater, même dans les discussions de tous les jours. Certains vous disent je ne suis plus heureux, je ne suis plus donc dans mon assiette, je n'arrive plus donc à avoir, et ceci s'est répercuté sur cette ambiance et psychologie générale du Tunisien. C'est vrai, je rejoins tout à fait, et c'est un tort énorme que d'avoir ce taux d'abstentionnisme de 74%, vous avez dit, Samir Esgal, qui est effarant, qui fait réellement peur. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion totale entre le Tunisien et ses politiques. Et quelque part, il y a je dirais, on en veut à ces politiques pour ne pas trouver une situation. Et les Tunisiens vous disent, tous ne cherchent que les... Voilà, il y a une crise de confiance qui s'est installée. Une crise de confiance qui s'est installée. Samir Esgal, je voudrais aborder avec vous donc une dernière question, c'est la politique donc fiscale de la Tunisie, ou plutôt la politique budgétaire. On parle d'une politique d'austérité, et là vous avez au ministre des Finances donc Ilyes Farfer qui est du Takatol, et depuis quelque temps il n'arrête pas d'essuyer des revers et des critiques vraiment acerbes, pour ne pas dire des diatribes. Cette politique d'austérité, est-ce que vous pensez que c'est la politique qui est préconisée par Takatol, ou c'est la politique d'un gouvernement que Ilyes Farfer est en train de mettre en œuvre, sans pour autant peut-être qu'il soit convaincu de ce qu'il fait? Non, je pense qu'il y a une réalité des choses. On est en train de payer une mauvaise gouvernance qui a duré pendant des décennies avant la Révolution. Donc il y a des choses qui sont quand même... après la Révolution aussi. Après, oui, mais bon, les urnes jugeront qui a bien gouverné, qui n'a pas bien gouverné.
gouverner. En tout cas, déjà les sondages nous donnent une idée. Oui. Laisse-moi terminer l'idée. Je coupe les idées. Non, mais c'est propre au débat, Samir Asghal. C'est propre au débat. Vous êtes un politique, donc oui, vous devez savoir comment gérer un débat aussi. Mais, donc, je pense que la situation était à un niveau où il y avait des choses aberrantes comme la compensation du prix de l'essence, la compensation, etc., etc. Donc, il y a les directives du FMI. Qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, il faut absolument suivre un plan directeur et une ligne d'austérité. Non, je dirais pas tout à fait d'austérité, mais de recadrage de tout ce qui est politique de compensation, parce qu'aujourd'hui on n'a plus les moyens de vivre avec des choses aberrantes comme parce que de toute façon, si tu sais que le prix de l'essence, la compensation ne va pas forcément aux pauvres, ne va pas forcément aux classes démunies, elle va aux plus riches. Et ça, c'est une chose qui était tout à fait rectifiée. De toute façon, aujourd'hui, on n'a plus les moyens de vivre avec cette politique-là. Il faut rectifier. On ne sort pas d'une révolution indemne. Il faut faire des concessions. Il faut faire aussi tracer une future politique pour que dans 5 ans, 10 ans, le pays puisse se rétablir. On a vu, moi je reste confiant, même par rapport à ça, on a vu l'exemple de la Turquie il y a une dizaine d'années, elle était plus ou moins dans notre cas à nous, elle s'est bien rétablie. Aujourd'hui, la Turquie est un exemple à suivre, que ce soit sur le plan de la finance, du tourisme, etc. etc. Donc, désolé de te décevoir, je reste toujours confiant. Bon, c'est peut-être une nature, mais selon les données, je pense que c'est un passage obligatoire. Il y a des passages obligatoires, c'est un passage obligatoire. Il faut peut-être qu'on se serre la ceinture un peu, mais c'est le prix à payer pour des jours à venir meilleurs. Voilà. Pour des jours à venir meilleurs. Oui, Rafef, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Samir Asghal par rapport à ça, parce que la politique de compensation, malheureusement, on essaie de se serrer la ceinture, mais finalement, par rapport, Samir a tout à l'heure évoqué le cas des hydrocarbures, et on a entendu que, je terminerai avec ça, Rafef, que les gros consommateurs, donc les énergivores, les industries énergivores, ne seront plus compensés, mais ceci est très inquiétant parce que ce qu'ils vont dépenser en plus donc de restitution par rapport à cette logique de compensation vont le répercuter non pas sur leur marge bénéficiaire mais sur le prix de revient du produit qui arrivera chez le consommateur avec cette proportionnalité qu'on a augmentée en leur réduisant la compensation. Oui. Alors, dans le vif du sujet, prend fin. Remercie notre invité pour aujourd'hui, M. Samir Asghal, membre du bureau politique du parti Atakatul. Merci beaucoup. Enis, un nouveau rendez-vous. Oui, tout à fait. On l'annonce déjà. Oui, on va l'annoncer déjà. On reste toujours dans le vif. Oui. Sauf que cette fois-ci, on va être dans le vif de la Constitution. À partir de demain, donc, on se retrouve encore une fois. Une émission hebdomadaire qui passera donc tous les jeudis à 8h30 jusqu'à 9h. Vous serez donc, on sera ensemble. Tout à fait. Et demain, nous recevons Sir Abdelhamid Labd, un maître de conférence donc dans les universités tunisiennes, qui discutera avec nous du projet de la Constitution. Oui. L'idée, c'est d'apporter une information instructive, ludique également aux auditeurs et aux auditrices, loin des plateaux de politique qui finalement se mettent ensemble pour ne pas discuter du projet de la Constitution, mais pour s'invectiver donc mutuellement. Nous, dans cette émission, on essayera de s'attarder sur les différents chapitres de la Constitution pour essayer au moins de baisser le taux que vient d'annoncer notre invité du jour, Samir Asghal. Là, c'est 76%. 74%. Et voilà, c'est 74%. Et familiariser le Tunisien avec les dispositions de sa Constitution, qui
sera là pour le gouverner durant des décennies, j'espère. Voilà, donc à partir de demain à 8h30 dans le vif de la Constitution. Et si vous avez des questions à poser, à votre disposition, le 71 840 000 en direct. L'intervention des auditeurs et auditrices est très importante. Oui, vous pouvez poser toutes vos questions, les interrogations à propos de la Constitution. Et on essaiera, en tout cas les spécialistes essaieront de répondre à ces interrogations. Et demain, le premier chapitre sera qu'est-ce qu'une Constitution ? Voilà, réveil plutôt dans le vif de la Constitution. Plutôt dans le vif du sujet. Voilà, là on va avoir du mal. Vous emmenez les pinceaux là. Dans le vif du sujet, prend fin pour aujourd'hui. Également, réveil malin prend fin. Je remercie Jeannette Wahrani pour sa collaboration technique. À 9h, Mohamed Ali Chef vous présente le flash de l'actualité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin pour vous assurer encore une fois votre réveil sur RTCI à partir de 6h. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée et à demain. Au revoir.